a été un soulagement. Un soulagement empoisonné, mais un soulagement. Mais ma colère reste la même quand même, parce que j'estime qu'il n'aurait pas dû mourir de la façon dont il est mort. Et c'est là que vous avez décidé d'écrire ce livre? Oui, j'ai décidé d'écrire ce livre parce que ça fait 17 ans d'horreur. Et on n'emploie pas le mot horreur comme ça, hein. C'est pas un procédé de style. Hein. Ça a été vraiment l'horreur pendant 17 ans. Donc je trouvais inadmissible d'avoir vécu ce qu'on avait vécu et que du jour au lendemain, Xavier était parti, allez hop, on n'en parlait plus, c'était fini. Donc j'ai voulu écrire ce livre, d'abord pour exorciser, pour sortir tout ce que j'avais en moi, pour régler un peu mes comptes, hein, et puis aussi pour aider certaines familles. Et je sais que j'en ai aidé pas mal, parce que j'ai eu beaucoup de parents qui ont lu mon livre, qui sont venus me voir, et qui m'ont dit, grâce à votre livre, madame, on se sent moins seul. Parce que vous avez su dire ce que nous, on ressent vraiment, mais bon, tout le monde ne sait pas écrire. Bon. Et j'ai une maman qui m'a dit, je l'ai acheté 5 fois votre livre, j'ai 5 frères et sœurs, et je l'ai acheté à mes 5 frères et sœurs, et je leur ai dit, lisez maintenant, peut-être que vous comprendrez mieux ce que je vis, et que vous me ferez des réflexions moins désagréables. Parce que c'est très facile de faire des réflexions désagréables quand on a un enfant comme ça à la maison. Si c'était mon fils, je n'accepterais pas. Vous en avez eu? Ah oui, oui, bien sûr. Bien sûr. Si c'était mon fils, mais il est paresseux. Il est couché toute la journée, il est paresseux. Ça, on l'entend. Oui, oui, bien sûr. Bien sûr. Si c'était mon fils, ça se passerait pas comme ça. Il est vrai qu'il y a une incompréhension. Oui. C'est vraiment tabou, la schizophrénie, pour les gens qui ne savent pas. Vous alliez à des colloques d'ailleurs? J'ai fait beaucoup de colloques. Oui. J'ai fait beaucoup de colloques où j'ai toujours crié ma colère. On peut se dire qu'elle est emmerdeuse celle-là, parce que moi je disais toujours ce que j'avais à dire. C'est-à-dire que j'ai fait des colloques où il y avait évidemment invité par un laboratoire qui venait de mettre une molécule au point extraordinaire pour soigner. Alors donc c'était des colloques assez mondains où les psychiatres parlaient une coupe de champagne à la main. Et moi, ça me ulcérait, ça. Parce que je comprenais très bien qu'il fallait remercier le laboratoire, oui, votre médicament. Mais moi, ce médicament, je ne l'ai jamais eu pour soigner mon fils. Hein. On ne l'a jamais trouvé. Donc, je disais très fort ce que beaucoup de gens pensaient très bas et n'osaient pas dire. Donc, j'en ai fait beaucoup. Et vous étiez outré à la fin du colloque, lorsqu'après tant de témoignages de souffrance, les gens étaient là avec leurs petites bulles à la main? C'est pas ça, c'était normal après tout, il y avait des petites bulles à la main, c'était normal. Mais ce que j'aimais pas, c'était le regard de certains médecins, pas tous, hein, j'en ai rencontré de formidables aussi. Oui, hein. certainement. Bon, mais c'était ce regard un peu de commisération et de condescendance, quoi. Eux, c'était les savants d'Opticimus. Moi, j'étais la mère, la malade, ben oui, mais l'équipe soignante, soignante au quotidien, c'était nous, la famille. Et hein. oui, voilà. Alors les courbes, les statistiques, tout ça, c'est très intéressant, mais on ne parle, dans les colloques, on ne parle jamais de la souffrance du patient et de la souffrance de la famille. Ça, on n'en parle jamais. C'est absolument absent. Et c'est ça qui me met en colère. Ça, c'est incroyable. Non, on n'en parle pas. Justement, j'allais vous poser une question. Pardonnez-moi de réveiller cette souffrance, mais comment s'est manifestée la maladie de Xavier? Oula, c'est très pervers. C'est très... Ça arrive petit à petit. C'est comme la calomnie, vous savez, les choses qui arrivent petit à petit, le bruit qui court. Ben là, la maladie, c'est pareil. C'est-à-dire que on pense qu'on a un adolescent en crise, hein, et puis on se dit ça va s'arranger. Et puis les cris deviennent de plus en plus rapprochés, de plus en plus forts. Et puis un jour, je raconte dans mon livre par exemple, c'est qu'il y avait une petite amie de laquelle il était très très amoureux qui habitait au 5e étage. Il est allé lui rendre visite, mais il n'est pas passé par les escaliers. Il a escaladé la façade par la gouttière
en se prenant un peu pour Jean-Paul Belmondo. Alors c'est très drôle comme ça, mais bon, alors il y a ça. Ça déjà c'est un peu bizarre. Mais on se dit c'est un original. Comme il avait toujours été un extravagant étant petit, on se dit bon, c'est un original. Et puis d'autres fois, quand il a commencé à se lacérer les bras avec des lames de rasoir, et à écrire son nom avec son sang sur le mur, là, j'ai commencé à paniquer. Et puis après, il y a eu le repli sur lui-même, il ne sortait plus, il restait couché, il ne mangeait plus, il ne s'intéressait plus à rien. Et puis un désintérêt, une inappétence de tout, en fait. Voilà. En étant toujours, malgré tout, au courant de beaucoup de choses, c'est ça qui était... Il n'avait pas perdu son intérêt pour l'histoire, pour la littérature. Il écoutait France Culture la nuit. Voilà. On a compris qu'il écoutait France Il aimait Culture. beaucoup France Culture. Il écoutait que ça, en fait. Que ça. Hein, oui, il écoutait que ça. Et il avait un bagage littéraire assez important. Il avait énormément lu étant petit. On est une famille de littéraires, donc il n'a jamais perdu quand même. Et le dernier livre que je lui ai offert, c'était les discours de Martin Luther King. Et donc, c'est quand même pas Bibliothèque Rose. Hein. Non. Voilà. Donc, ça c'est le dernier livre que je lui ai offert, mais il dévorait les livres. Et un de ses derniers chagrins, pour vous dire comme c'est curieux, c'était avant les attentats du 11 septembre. Le commandant Massoud a été assassiné le 9 septembre, 2 jours avant et il était à l'hôpital, il était en larmes, il m'a téléphoné et il m'a dit ils ont tué le commandant Massoud. Alors il y a eu un chagrin à la mort de cet homme absolument incroyable. Et là j'ai été très étonnée de me rendre compte qu'il connaissait tout de lui. Il avait tout lu ce qui existait sur le commandant Massoud, il avait acheté des livres, il avait écouté des émissions sur France Culture. Enfin, voilà. Il était très, très surprenant. Il était insaisissable. Voilà. C'est ça qui était très imprévisible. Il était imprévisible. Mais il avait des souffrances terribles et des hallucinations. Alors, vous me demandiez, par exemple, le jour où il est arrivé à 4h du matin, à cette époque-là, il dormait chez moi, mais à l'appartement en dessous. Il est arrivé à 4h du matin et il m'a dit « Maman, il y a quelqu'un avec une mitraillette sur le palier qui veut m'assassiner. » Alors, qu'est-ce qu'il voulait faire à ça? Je ne suis jamais rentrée dans son jeu, surtout pas jamais rentrée dans leur jeu. J'ai dit, écoute Xavier, il y a peut-être quelqu'un que tu vois toi, mais moi, je ne le vois pas. Et ça l'a calmé. Et il y avait une autre façon de le calmer aussi quand il avait des crises comme ça. Il allait dormir avec un père. Son grand-père était une des seules personnes qui arrivait à canaliser ses angoisses. Et dans ces cas-là, en pleine nuit, il arrivait dans la chambre de mes parents. Maman se levait, il laissait sa place. Et il prenait la main de mon père.